Raquel Garrido, Ludovic, il est parti, Ludovic Vigogne, Éric de Coutty, en revanche, est bien avec nous, ainsi que Bruno Jeudi, et notre invité également, François Patriat. Merci à tous les quatre d'être là. François Patriat, la grande gagnante de cette élection, est-ce que c'est l'abstention, 51,3%, un niveau record, est-ce que vous en convenez quand même? Personne ne peut se satisfaire d'un score comme ça aujourd'hui, bien entendu. Mais je me dis, si Emmanuel Macron n'avait pas gagné la présidentielle, où en serait-on aujourd'hui dans le score de participation? Parce que ce ne sont pas les candidats En Marche qui ont recueilli le moins de voix. Mais vous dites pas quand même qu'à un moment, c'est peut-être la non-adhésion au projet du président Emmanuel Macron? Je crois qu'une plus grande partie veulent adhérer, mais qu'il y a une partie de gens qui ont dit, nous, laissons-lui sa chance. Laissons-lui sa chance, on ne va pas aller voter parce qu'on n'a pas envie de voter particulièrement pour lui, et pas non plus pour les partis d'opposition d'aujourd'hui. Laissons-lui sa chance, et puis, il y a le contexte météorologique, mais c'est vrai que, et en plus, on l'a tellement annoncé par avant, cette abstention, qu'il y a des gens qui ont cru que ça pouvait arriver et que c'était innocent. Ce que je souhaite, c'est que le deuxième tour, il y ait une forte participation et que la majorité qu'on ne connaît pas encore. Pas d'arrogance ce soir et surtout beaucoup de prudence. On ne sait pas exactement combien il y aura de députés dedans. Moi, j'ai toujours dit depuis plusieurs mois que le président, s'il était élu, aurait une majorité absolue. Vous savez, les mêmes qui nous disaient il y a un mois et demi, 2 mois, attention, si Emmanuel Macron est élu, il n'aura pas de majorité, il faudra une coalition. Les mêmes aujourd'hui se plaignent avec beaucoup d'amertume d'une majorité pléthorique. Alors, trouvons la voie médiane, et ça me paraît la meilleure aujourd'hui. Mais luttons contre l'abstention. Raquel Garrido, l'abstention, et puis une abstention qui vous a peut-être aussi, vous, joué des tours à la France Insoumise. Il est en bonne position, Jean-Luc Mélenchon, pour l'emporter à Marseille, certes, mais comment vous expliquez-vous la dégringolade de la France Insoumise entre ces deux élections, la présidentielle, là, aujourd'hui, que s'est-il passé? Il y a un certain nombre de millions de voix qu'il faut mettre sur le compte de la baisse généralisée de la participation. Tout le monde a perdu des gros paquets de millions de voix à cette élection, et ça a à voir avec une logique institutionnelle. Les Français ont très bien compris que la présidentielle était l'élection importante dans une monarchie présidentielle. Donc le pouvoir est à l'Élysée. Sur le coup de l'élection de la législative, il y avait un tel score lors de la présidentielle. C'est une dégringolade quand même dont vous pouvez pas justifier uniquement comme ça. C'est l'essentiel, je pense. Après, comment expliquer, par exemple, que dans la jeunesse, il y ait moins de participation? De ce que j'ai pu voir, les premières études, on dit la jeunesse, on dit peut-être les quartiers les plus populaires. Les quartiers les plus populaires, ce sont ceux qui sont principalement victimes de l'abstention, d'une façon générale dans notre pays. Aujourd'hui, l'abstention, elle est numéro 1 dans toutes les catégories socio-professionnelles, attendez Nathalie, sauf dans chez les personnes qui gagnent plus de 3 000 €. Donc en fait, le vote en réalité qui a eu lieu dimanche est un vote de classe. Clairement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté sont les quartiers les plus populaires, les personnes les moins diplômées sont toujours les mêmes qui sont exclus d'un système démocratique dans lequel ils trouvent pas leur compte. D'accord, mais la France Insoumise était vraiment portée à la présidentielle. Aujourd'hui, vous dites pas, il y a peut-être effectivement Jean-Luc Mélenchon a payé le prix fort de la désunion, de ce qu'il a créé lui-même finalement? Ah non, je pense pas du tout, parce qu'à l'inverse, la stratégie qui était d'être hors les partis dans un mouvement citoyen qui n'était pas identifié à des bisbilles au sein de la gauche ou même entre la gauche et la droite, ça a marché à la présidentielle. Donc il n'y a aucune raison que cette stratégie fût modifiée à la législative. Sa stratégie à lui. La stratégie de la France Insoumise, ce qui compte pour nous, je vais vous dire ce qui compte pour nous aux législatives, c'est qu'on a 75 personnes qui sont passées au deuxième tour. Et qui sont-ils? C'est toute la nouvelle génération d'insoumis qui a dirigé la campagne à la présidentielle, qui s'enracine. Regardez l'âge des personnes une grande partie ont moins de 35 ans. Donc à eux, je leur dis, à tous ces jeunes, l'avenir est à vous. Et d'ailleurs, peut-être que c'est à eux aussi d'aller chercher les voix des jeunes, là, parce que les jeunes qui nous ont fait défaut, il faut que maintenant qu'ils se remobilisent pour venir filer un petit coup de main à cette nouvelle génération d'insoumis. Éric de Coutty. Moi, Madame Garrido, je suis surpris par votre discours, celui de Jean-Luc Mélenchon hier soir, comme si c'était une victoire. Continue de voir le verre à moitié plein. C'est quand même assez incroyable. Alors quand on voit le verre à moitié vide, vous dites qu'on est s'il vous plaît, laissez-moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. L'abstention, certes, mais l'absence de mobilisation au lendemain du deuxième tour, au début de la campagne législative, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire « on va avoir une majorité et je vais être Premier ministre parce qu'il faut une opposition forte, etc. » On a vu une absence de mobilisation, pas que chez vous, mais chez vous aussi. Vous perdez quasiment 50% de voix. C'est quand même l'absence d'autocritique. Vous pouvez vous féliciter, et vous avez raison, à juste titre, d'avoir 70 candidats au deuxième tour, d'avoir probablement quelques députés, peut-être un groupe, mais malgré tout, vous ne pouvez pas considérer que c'est une réussite. Vous n'avez pas été capable de mobiliser. Combien de millions de voix perd Macron? Les jeunes dont vous parliez. Combien de millions de voix perd Macron?
moins que les autres. Au premier tour, Beaucoup au moins premier que les tour, autres. les Non, jeunes beaucoup plus. ont voté considérablement pour Jean-Luc on Mélenchon. Là, vous faites le constat. On le fait tous que les jeunes n'ont pas voté pour les Insoumis. Donc Non, pas aujourd'hui, les Insoumis. Alors, Tout court, ils n'ont pas et voté pour les autres tout aussi. court. Ils n'ont pas voté tout court. pour les autres aussi. Donc la Cette question absence de capacité à mobiliser. Non, mais donc vous Éric posez pas Coty, la question qu'il faut se poser. Moi, je suis une combattante pour la 6e République. Voilà. Je pense que ça n'a pas de sens pour un être rationnel d'avoir donné le plein pouvoir à un homme qui s'appelle le président de la République pour 5 semaines plus tard dire on refait le match alors qu'on a tous voté, on a été 45 millions à voter et là on refait un petit match, un peu comme en football, le match pour la 3e place. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout complètement. Si, mais Nathalie, écoutez, franchement, regardez ce qui a été fait par l'exécutif entre les deux tours. Une loi de moralisation qui est essentiellement une loi anti-parlementaire, où il a été dit que les parlementaires s'en mettaient plein les fouilles potentiellement, qu'ils avaient des conflits d'intérêts, qu'ils embauchaient leurs enfants. François Patria, Non, c'est pas réducteur, c'est la réalité. Parce que nous, quand on a posé la question de l'éthique en politique, on l'a posée du point de vue des citoyens pour qu'ils aient plus de droits, notamment le droit de révoquer les élus. Et ça, c'est de nature à faire venir les gens dans une élection. Pas l'antiparlementarisme sauce Macron et Bayrou. François Patria, pas sur la, vous n'allez pas répondre sur la loi de moralisation parce que voilà, mais sur un aspect aujourd'hui qui vous est reproché, cette espèce d'assemblée avec une majorité écrasante, une opposition qui sera réduite à sa plus simple expression. Comment vous pouvez rassurer aujourd'hui là-dessus 400 députés, les Républicains en marche, avec des primo-députés pour voilà l'essentiel d'entre eux qui ont signé la charte en plus au départ, du coup qui donne un blanc-seing au président de la République. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme opposition dans cette assemblée? En signant la charte, qu'est-ce que disent les candidats? Ils disent simplement qu'ils apporteront leur soutien au gouvernement et au chef de l'État. C'est quand même la moindre des choses. On a vu dans les partis qui sont conduits dans la dernière mandature comment les parlementaires qui frondaient tout le temps ont mis à mal à la fois le président et le gouvernement. En second lieu, c'est une assemblée rajeunie. Et tous les objectifs fixés par Emmanuel Macron ont été tenus. La parité, la diversité, la probité, la différence d'origine aujourd'hui, avec 280 avec essentiellement CSP+. 255. Et c'est grâce aujourd'hui, malgré tout, à la volonté d'Emmanuel Macron qu'il a voulu. C'est beaucoup de com', ça. Ensuite, il va y avoir demain 250 parlementaires qui n'ont jamais siégé, qui ressemblent à la France. Mais des justement, parlementaires qui ressemblent à la France. C'est des CSP+, essentiellement, ils ne ressemblent pas, si vous permettez. Écoutez, venez en Haute-Saône avec moi, vous verrez que ça va décider. Non, mais c'est statistique. Il y a beaucoup les CSP+, et les professions libérales sont surreprésentés dans les candidats En Marche par rapport à l'INSEE et le portrait des Français. Tous les midis, tous les soirs de m'interrompre. Non mais François Patria, vous pouvez répondre quand même sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, une large partie des candidats Les Républicains En Marche sont des candidats, des cadres supérieurs, très diplômés, c'est quand même ce qui ressort, non? C'est pas le cas? La sociologie est totalement représentée. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers non plus demain dans d'autres non mais voilà, on a eu des chômeurs et des ouvriers comme ça. Je vous pose la question autrement. Comment garantir que ce ne sera pas une assemblée? Comment garantir que ce ne sera pas une assemblée de l'entre-soi? Très bien. Mais parce que les candidats En Marche aujourd'hui se sont engagés d'abord pour appliquer quoi? Le programme d'Emmanuel Macron. Et d'avoir une bonne majorité demain. C'est pas forcément être entre soi que d'accepter que les réformes que le chef de l'État proposait au pays et auxquelles ils ont donné leur adhésion soient appliquées, en tout cas votées et appliquées le plus vite possible. Pourquoi? Parce que la France n'attend pas, parce que le chômage n'attend pas, parce que les jeunes n'attendent pas, parce que l'Europe n'attend pas, et qu'il faut demain une journée où on ne perd pas trop de temps à l'Assemblée en pseudo-débat, en caricature de débat comme j'en ai connu des années à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avancer. Tout ça avec un dialogue, avec une majorité qui aura à dialoguer, une majorité qui aura à dialoguer entre elles, qui aura à dialoguer avec l'opposition et qui aura à dialoguer avec la France, avec les forces vives et avec les citoyens. Ce sera ça aussi le rôle demain des parlementaires. Ce discours que vous tenez sur le fait que la délibération à l'Assemblée nationale serait une forme de perte de temps, si c'est ce que vous venez de dire. Vous avez vu le temps qu'on a passé sur la loi El Khomri, le temps perdu. Écoutez, ce temps perdu. Plus vous dites que délibérer à l'Assemblée nationale c'est du temps perdu, des jours et des jours, des semaines et des semaines, des heures et des heures. J'essaie de vous convaincre du fait que votre discours est un discours qui enlève de l'intérêt à l'Assemblée nationale elle-même. Et d'ailleurs, vous allez jusqu'au bout de ce raisonnement puisque vous voulez procéder par ordonnance. Donc le chef de l'État l'a dit pendant la campagne. Vous contraignez. Oui, non mais je ne dis pas que c'est un mensonge. Je dis que ça arrive. Je dis bien sûr. Je dis juste que quand on est député En Marche, du coup, on est contraint de dire que sur un sujet central comme la réforme du Code du travail qui va possiblement baisser tous les salaires et faciliter les licenciements. C'est le procès d'attention permanent. Non, c'est pas un procès d'attention puisqu'il s'agit d'ouvrir les sujets dont on discute au niveau
niveau des syndicats d'entreprise. aujourd'hui. En tout Il y cas, aura sur tous 48 ces réunions de thèmes, concertation. les députés candidats En Marche disent que eux-mêmes ne se saisiront pas de ces sujets-là. Ils vont les déléguer à l'exécutif. Alors, Donc il y a c'est des godillots, vous-même des qui abaissez, révolutionnaires. Très c'est bien. vous qui abaissez l'intérêt même de l'Assemblée nationale. Donc vous, après, vous vous plaignez de l'abstention, Moi, je mais ne vous sais la pas. construisez vous-même. C'est une philosophie. Moi, je dis, avec la 6e République, il faut en finir avec ce monarque de la 5e présidentielle qui concentre tous les pouvoirs. Alors, Faisons comme en Angleterre, on avance. une Pour bonne l'instant, fois on pour change pas, toutes on des avance. élections On avance. législatives où les gens savent pourquoi ils votent, c'est-à-dire pour leur propre quotidien et pour des gens qui leur ressemblent. C'est ce que porteront les députés de la France Insoumise. C'est vrai que c'est un peu le paradoxe de cette nouvelle Assemblée, Éric Oui, mais Dupont, c'est pas il y aura cet aspect-là. C'est pas nouveau. Le problème, c'est que je crois, et c'est un engagement, je crois, d'Emmanuel Macron aussi, c'est d'introduire de la proportionnelle. C'est vrai qu'on Et a il le un fera. vrai Et problème il le là fera. aujourd'hui, c'est que au sortir de cette séquence, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Ça a été vrai lors de plusieurs élections législatives où on avait un groupe majoritaire pléthorique par Oui, rapport à c'est sa ça, représentation c'est quand même pas la naturelle. Toujours C'est quand comme même ça. pas la première fois, et Non. surtout les fois précédentes, on n'avait pas le procès sur les pleins pouvoirs. Ça, c'est nouveau. Parce qu'en 2012, Hollande, il a quand même tous les pouvoirs. Mais oui, Mais les mais Français c'est le vrai. Il a supportent même de le moins Sénat. en moins, c'est tout. C'était vrai Le en système 95, électoral est fait donc ça pour pose- être anti-représentatif. Ça pose un problème, mais Mais ça n'est maintenant, pas ça va, les nouveau. Français Ça n'est n'en pas veulent plus. nouveau. Le talent C'est de quelque Mélenchon chose de qui est parler fort et qui- d'aller sur le thème des Mais pleins il faudra pouvoirs. bien là aussi, Mais franchement, Emmanuel Pas du tout, Macron est je au pense bout que les de cette Français se proposition, sentent c'est pas de mettre de la représentés. proportionnelle, parce qu'on Je voit ne sais bien pas la encore une proportionnelle fois, intégrale. peut-être pas la Par vos proportionnelle dossiers, intégrale, moi, mais je en ne mettre suis dedans. pas Comment ils vont être J'ai formés, connu. François Patria, comment ils vont être formés les primo-députés? Comment ils vont être formés? Parce que il y a quand même, ça prend pas en 2 temps 3 mouvements. Il faut des mois a priori quand même pour absorber, pour appréhender le processus législatif, non? C'est pas comme ça. Quand vous arrivez à l'Assemblée, d'abord, vous n'êtes pas ignorant de la chose publique. Vous avez des textes à discuter. Il y a des questions d'actualité à proposer. Il y a des relations avec le gouvernement. On Donc ils discute, sont vous savez, accompagnés vous savez aujourd'hui. Mais non, mais pas du tout. Moi, j'étais primo-arrivant à 34 ans à l'Assemblée nationale. Il m'a pas fallu 3 mois pour apprendre à être parlementaire. Hein. Ouais. Je me suis immédiatement mis dans le bain. Et j'ai vu des jeunes sénateurs arriver qui n'ont jamais été sénateurs, qui au bout de 8-15 jours étaient parfaitement opérationnels. Ne croyez pas non plus. Le métier de député, d'abord, c'est pas un métier. Ensuite, c'est une fonction, mais qui s'apprend très vite, à la fois dans les commissions. On n'est pas seul, on est entouré. Il y a des Ouais, ça, collaborateurs. Moi, je suis il y a pas aussi inquiète des par les administrateurs. primo-arrivants. Ça va très bien. C'est pas le sujet, puisque ceux qui sont là depuis 2 ou 3 ou 4, 5 fois, ils font pas mieux les choses. Les Français l'ont constaté et les ont plutôt éjectés. Nous aussi, nous avons des primo-arrivants à la France Insoumise. Ce qui m'inquiète chez les candidats En Marche, c'est pas le fait qu'ils n'aient jamais été députés, c'est ce qu'ils vont soutenir. C'est leur politique économique et sociale, c'est les Qui a été injustices. validé. C'est le fait qui a été validé par C'est le vrai. suffrage universel, là, franchement. Attendez, le suffrage universel, il a lieu dimanche prochain. Il a tranché Attendez, au deuxième tour de la présidentielle et au premier tour des législatives. Regardez-vous dans la glace. Si vous dites à vos téléspectateurs, le match a déjà été fait à la présidentielle, donc fermez le banc, évidemment, ils vont pas voter à la législative. Donc, si j'étais vous et si j'étais partisan d'un peu plus de démocratie, Il je reste dis... dimanche prochain. Ah bah, mais alors, jusqu'à disons hier ça. soir, ça a été tranché. Alors disons ça, il reste Patria. dimanche prochain Voilà. pour qu'avoir une opposition humaniste, écologiste, démocratique avec des députés France Insoumise. François Patria, qu'est-ce qui se passe? L'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri, candidate investie par le Parti Socialiste, El Khomri, candidate investie par le PS dans la 18e circonscription de Paris, je vais y arriver, elle revendique ce soir le soutien officiel d'Emmanuel Macron. Mais en face, il y a Pierre-Yves Bournazel, le républicain, qui lui dit être soutenu depuis la semaine dernière d'ailleurs par Édouard Philippe. Non, mais les choses étaient claires. Expliquez-nous. Vous avez vu que la commission, à l'issue de ces débats et de ces délibérations, a décidé de ne pas mettre de candidat Oui. contre Myriam El Khomri. Ça veut dire que de facto, la République en marche est favorable à ce que Mme El Khomri soit réélue. Ah, Elle l'a alors, marqué, attendez, comme on l'a marqué pour M. Le Foll, comme pour Mme Touraine, comme pour des gens de droite par ailleurs. Alors excusez-moi, Voilà. mais quand le chef du gouvernement dit dans une vidéo sur Twitter, faites le bon choix, ne vous trompez pas et portez à l'Assemblée nationale un excellent député, Pierre-Yves Bournazel. Je vous parle de la commission En Marche. Celle qui l'a investi. Et celle qui l'a investi, je sache aujourd'hui, avec Madame Barbaro, qui préside aujourd'hui le mouvement En Marche, on a apporté de facto notre soutien. Et moi, je considère que Myriam El Khomri a été courageuse, qu'elle a été une bonne ministre, qu'elle a pas su de travailler cafouillage, ses donc. dossiers. Je ne Vous pense êtes pas qu'il y ait de clair, cafouillage. complètement. Pour nous, pour le mouvement En Marche, ce soutien à Myriam El Khomri coule de source. Il coûte pas tellement de sources puisque vous ne l'avez pas non plus donné l'investiture En Marche. Elle et là, n'est on pas en En voit Marche. toute la fourberie, Mais elle n'est pardonnez-moi. pas En Marche. Mais vous, avant les Mais élections elle n'est pas présidentielles, En vous Marche. n'avez pas dit que vous étiez Elle là n'est pour pas- refaire elle du gouvernement n'a pas adhéré Hollande. En Marche.
Faire El Khomri, c'est faire du Hollande. Non, moi je pense que là, vraiment, ça, c'est la marque de fabrique de En Marche. Ce groupe-là, qui va être considérable, il va être malgré tout, il risque d'être très hétéroclite. Donc ça va être intéressant de voir comment ce groupe de 400 députés, avec des gens malgré tout très différents, venant d'horizons différents, va se constituer, va être quelle cohérence. Est-ce que vous n'allez pas devoir affronter des frondeurs aussi? Le côté hétéroclite de ce groupe. Je crains que ce soit surtout des godillots. On dit que le match a été refait. Moi, je ne crois pas. On a d'abord élu le chef de l'État. Et ensuite, le chef de l'État, pour pouvoir gouverner, il faut qu'il y ait un Parlement. Ce Parlement, le chef de l'État dit « Donnez-moi une majorité pour gouverner ». Alors on va reprocher aux Français de leur donner trop de majorité. Imaginez, quel que soit le parti, parce que si M. Mélenchon avait été élu, qu'il avait beaucoup de députés, il dirait « Non, non, j'en ai trop, donnez-en un peu aux autres ». Non, nous on proposait l'Assemblée constituante. Assemblée constituante pour la 6ème République. Sinon on va pas y arriver. Justement, on est court là. Est-ce que vous allez réussir à faire un groupe à 15? C'est pas gagné. Et du coup, le parti communiste là a décidé finalement de vous soutenir. Là, l'union est de nouveau d'actualité. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'ils en ont avalé des couleuvres avec vous. Donc si, non. Ah bon, d'accord. Non, il n'y avait pas la charte graphique labellisée, la France Insoumise par exemple, unique ou l'inscription à l'association de financement. Non, mais voilà, ils ont tout accepté. Mais finalement, donc Pierre Laurent a dit finalement, ok, on les soutient. Ça va fonctionner main dans la main pour le second tour alors. C'est obligatoire. C'est-à-dire que la France Insoumise a fait une démonstration. Elle a fait une démonstration que la stratégie et l'orientation politique que nous avions mis en place à la présidentielle, elle a marché aussi. Évidemment, pas dans les mêmes proportions qu'à la présidentielle, mais elle a quand même marché. Je veux dire, quand vous avez toutes les figures du mouvement, Charlotte Girard, Manu Bompard, Alexis Corbière, qui est en ballottage très favorable à Montreuil-Bagnolet, en plus de Jean-Luc Mélenchon, plein de jeunes, Hugo Bernascellis, Adrien Quatennens à Lille, Mathilde Panot à Évry, enfin bon, bref, tout ça, c'est des gens, c'est le sel de la terre. Et nous, on est très fiers de ça. Il y a 2 millions. À aucun moment. Non, mais c'est bien, mais de voir mais donc à aucun moment vous répondez même dans ceux qui voulaient faire des alliances avec vous, qui étaient prêts, même chez Europe Écologie Les Verts, etc., à vous tendre la main et qui disent aujourd'hui, voilà. Il a voulu y aller tout seul, Jean-Luc Mélenchon. Il a voulu y aller tout seul, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il paye le prix finalement de sa stratégie. Non, ça, à aucun moment vous êtes prêt à l'admettre. Non, Nathalie Lévy, pas du tout. C'est la preuve que les gens qui ont voté pour nous, de toute façon, ne voulaient pas des bisbilles de partis. Alors nous, on avait de toute façon unilatéralement soutenu un certain nombre de candidats communistes, d'ailleurs qui pour certains se retrouvent au 2e tour. Aujourd'hui, de toute façon, le choix il est clair. Vous avez soit des candidatures humanistes, écologistes pour la 6ème République, soit des candidatures Macron, et toutes les personnes qui se reconnaissent dans ces idées-là devront opter. Voilà, les candidats insoumis sont là. Parfois, ce sont des candidats communistes, il faut les soutenir. Parfois, ce sont des candidats écologistes, il faut aussi les soutenir. Voilà. L'objectif, c'est pas la 6ème République. L'objectif, c'est votre objectif, peut-être pas à vous, mais moi, dans ma vie, mon objectif, c'est la 6ème République. Merci. Redresser le pays. Merci à tous les 4. François Patria, merci beaucoup. Raquel Garrido, Éric Decouty, Bruno Jeudi, le grand angle, c'est à suivre, c'est Jean-Baptiste Boursier.